Je vous présente une méthode simple et efficace pour maîtriser une dissertation en philo, pratiquement pour faire une introduction de dissertation de type 1 et 2. Si vous avez toujours des difficultés en philo, si vous n'avez rien compris lors de mes précédentes vidéos, si votre professeur est toujours absent, c'est une méthode qui peut vous aider. Regarde ça. On y est. Modèle passe-partout, introduction philosophique, sujet de type 1 et 2. Pour rappel, on avait déjà eu à faire une précédente vidéo qui, elle, abordait les trois parties d'une dissertation philosophique, à savoir l'introduction, le développement et la conclusion. Et justement, cliquez sur le lien qui s'affiche pour avoir accès à cet épisode et le regarder, ou en bonus, accéder tout simplement au canal Telegram de la chaîne Réussir en philo pour avoir l'intégralité du document en support numérique et en faire ce que bon vous semblera, dans le sens salutaire, bien sûr. Donc en flash, voici ce qu'on aura aujourd'hui. Et donc, au sommaire, nous aurons un rappel de la méthodologie. Il faut bien connaître les bases d'une introduction avant de pouvoir appliquer le modèle. Donc après rappel de la méthodologie, on aura une explication du principe de chaque partie d'une introduction. C'est-à-dire, à quoi consiste chaque partie. Dans chaque partie, qu'est-ce qu'on fait véritablement? On amorce, oui, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Après l'amorce, on a un problème, mais ça consiste à quoi, ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on aura expliqué dans le second point à l'ordre du jour. Après cela, on aura une présentation du modèle passe-partout. Présentation du modèle. Après la présentation du modèle, on aura un exemple d'introduction réussie faite à base du modèle que nous allons présenter tout à l'heure. Après cela, on va finir avec des conseils pratiques à la réalisation d'une introduction. Comment faire? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Alors c'est ce qui fera l'objet du cinquième point. Il faut bien noter que le document ci-dessous sera également disponible dans le canal Telegram de la chaîne Réussir en philo et le lien sera certainement en commentaire ou en description. Vous l'aurez, il sera patent. Bien, c'est parti. Pour le premier point, on aura un rappel de la méthodologie. Donc, de manière classique, une introduction de dissertation est constituée de trois parties, à savoir l'amorce, le problème et l'annonce du plan ou encore problématique. Donc, en ce qui est de l'amorce, cela consiste à captiver l'attention avec une phrase d'ouverture percutante en lien direct avec le sujet. Cela peut se faire par le biais d'une citation, par un fait marquant ou une question intrigante. Après donc l'amorce, on a le problème. Le problème consiste à formuler la question centrale que le développement va aborder, en exposant les enjeux et les tensions du sujet. Après le problème, on a l'annonce du plan ou encore la problématique. Présenter brièvement les grandes lignes de l'argumentation, en 2 ou 3 parties, de manière claire et ordonnée. Ça, c'est un rappel de la méthodologie. Bien que ça puisse être superflu, ça puisse être trop théorie, on va donc essayer de montrer à quoi cela consiste concrètement dans l'explication du principe de chaque partie d'une introduction en commençant par le contexte, le problème et la problématique. Donc on va y aller tout de suite. Regardez ici, on a un contexte. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons des individus dans un espace. Nous avons des individus dans un espace qui peut être dans un café, dans un restaurant ou même dans un transport en commun. Soudain, un sujet fait surface. Sur le sujet, automatiquement, dans le contexte où ils sont, il y a plusieurs avis qui sont émis. Vis-à-vis du sujet, la dame en jaune va dire quelque chose, la dame en vert va également dire ce qu'elle pense, et la dame en gris dira ce qu'elle pense également vis-à-vis du sujet. Mais le problème, il y a quelque chose qui va mal se passer. C'est que ce que la dame en vert va dire ne va pas dans le sens que la dame en jaune dit, ou encore dans ce que la dame en gris dit. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils n'arrivent pas à s'accorder. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Ils sont en train de se contredire. La dame en vert dit non, c'est moi qui ai raison. La dame en jaune dit non, c'est ce que je dis qui est vrai. La dame en gris, non, vous vous trompez, c'est ce que je dis moi qui est vrai. Vous voyez, il y a donc contradiction. Il y a mésentente. Et cette mésentente-là, cette contradiction va conduire à quoi? À un problème. C'est le fait qu'il y ait une contradiction ici, qu'il y ait des caractères opposés qui va conduire à un problème. Donc, dans le contexte, on a une contradiction, on a une mésentente,
on a quelque chose qui intrigue, cela conduit à un problème. D'où la présence d'un problème. Situation amorcée, conduisant à un problème. On passe de l'amorce qui est fait dans le contexte, il faut situer le sujet dans le contexte. Après cela, on constate qu'il y a visiblement un problème vis-à-vis du sujet. Le problème est là. Ok, le problème est là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va laisser le problème aller? Il faut donc chercher une solution. Il faut chercher une solution au problème qui a été émis. Donc, on se pose la question, on est dans l'interrogation. Qu'est-ce qu'on va donc faire? On rentre dans une problématique. La problématique, elle consiste donc à quoi? Elle consiste à trouver des pistes de solutions en vue de résoudre le problème dégagé dans l'amorce, dans le contexte. Problématique, ce sont donc des pistes de solutions afin de résoudre le problème. On va ici chercher qu'est-ce qu'il y a à faire, essayer de débloquer un mécanisme, essayer de débloquer quelque chose. Donc, vous avez compris le contexte. Il y a un sujet qui va générer des contradictions. Les contradictions vont conduire à un problème. Le problème également étant déjà là, il faut le résoudre. On va donc aller à une problématique. Et la problématique, on va faire quoi? On va peut-être donner des pistes de solutions qui seront des questions, se disant peut-être, ok, madame, ce que vous dites est vrai. Ou peut-être pourrait avoir du sens. Mais est-ce que cela veut forcément dire que, vu que pour voir du sens, ce que la dame en jaune dit est insensé? Ou encore que ce que la dame en gris dit ne pourrait pas avoir un minimum de vérité. Et là, on a mis des questions qui vont justement faire en sorte qu'on puisse s'asseoir et réfléchir à la proposition de chacune pour voir quelle est la part de vérité dans ce que chacun dit. Et là, on va développer ça. On va développer l'idée de chacun. Et au finish, on va conclure et dire que oui, vis-à-vis du sujet, ce que la dame a dit avait une part de vérité dans le sens que, ou ce que la dame en jaune a dit également avait une part de vérité parce que, vous voyez, ça c'est ce qu'on va maintenant faire dans le développement. Mais on le fait pourquoi? Parce qu'on a eu une problématique. La problématique a donné des pistes de solutions afin de résoudre le problème qui était là. C'est ça tout simplement les principes d'une introduction. C'est souvent superflu, on vous dit, il faut poser le problème, il faut trouver les questions directrices, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est ce qu'on vient de montrer là. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Comme on l'a dit précédemment en préambule de cette vidéo, après l'explication du principe de chaque partie, on aura une présentation du modèle passe-partout. Présentation du modèle passe-partout. Donc, pour ce qui est de la présentation, il faut savoir qu'il y a deux types. Un, spécifique au sujet de type question et citation. Et le second est uniquement spécifique au sujet de type citation. Spécifique au sujet de type citation. Donc pour le premier type, nous avons ici, il faut identifier les symboles et comprendre ce qu'ils veulent dire. Ici on a mis des barres. Les barres sous-entendent des propositions multiples, c'est-à-dire si on ne prend pas ça pour faire ici, sachez que ce sont des expressions d'accroche. Donc si on ne prend pas celle-là, on peut prendre celle-là, ainsi de suite. C'est vraiment pour enrichir, qu'il y ait une variabilité. Donc, c'est là. On peut donc, pour accrocher, comme on l'a dit, il faut amorcer. Et dans l'amorce, c'est quoi? L'amorce, il faut être percutant, il faut être accrocheur. Et cela ne se fait tant mieux que par une expression d'accroche qui est adéquate à la situation dans laquelle nous sommes. On va donc dire de nos jours, depuis toujours, depuis des lustres, de plus en plus, ainsi de suite. C'est à vous de faire le choix de l'expression qui vous semble belle. Après cela, on va dire de l'Antiquité à nos jours, c'est également une proposition. Il faut noter que les écritures en gras sont conseillées de ne pas les changer. On vous conseille de ne pas changer les écritures en gras, gardez-les toujours. Elles seront toujours compatibles parce qu'on a étudié la composition des sujets, on a vu que finalement il y a des choses qui sont assez prédéfinies. Donc on a la notion d'autrui, langage, ainsi de suite. Donc on a mis ça entre griffes, ça veut dire que ce sera toujours en fonction du sujet à disposition. Le constat fait c'est quoi? C'est que tous les sujets, le cas au lycée, tous les sujets qui vous seront donnés auront un lien direct avec l'une des notions vues en classe. Si vous avez vu la conscience, l'amour,
la passion, l'ethnie, l'état, et ainsi de suite, le sujet en devoir ou en examen aura toujours un rapport avec l'une des notions vues en classe. Donc, il est logique de dire la notion de. Si le sujet donné est dans le concept d'autrui, le sujet, la notion d'autrui, voilà, en gras n'est pas changé, fait l'objet de nombreuses problématiques au sein de nos sociétés. Parce que ces sujets auront toujours quelque chose à voir avec soit les hommes, soit la société, soit avec un fait constant, ainsi de suite. Donc ces sujets vont toujours discuter sur ces fléaux-là qui peut-être minent la société. Donc après cela, nous avons par définition, donc là on fait une approche définitionnelle. Dans les trois méthodes d'une amorce, nous avons l'approche constat, l'approche citation et l'approche définitionnelle. Donc définir les termes clés, on l'a fait là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va définir donc chacun des termes contenus par le sujet. Pas tous les termes, attention, juste les termes clés, les termes essentiels qui portent sens au sujet. Par concept principal, virgule, donc ça c'est le concept que vous allez prendre dans le sujet. On entend définition précise et concise, ne pas tirer, ne pas donner de définition trop longue, être concis et précis. Ça c'est le premier terme. Pour le second terme, on va dire le terme concept secondaire, quant à lui, évoque définition précise. On a fini de définir les termes. Après définition, on va dire donc, au regard de ces définitions, le sujet soumis à notre réflexion semble admettre implicitement que reformulation du sujet, mais avec les définitions données aux différents termes clés du sujet. Vous allez reformuler le sujet en utilisant les définitions que vous avez données aux différents termes clés. Après reformulation, on va dire pourtant. Nombreuses sont les personnes qui au quotidien affirmation contradictoire au sujet. Donc, c'est-à-dire que vis-à-vis de ce que vous avez dit ici, ce que le sujet renvoie après reformulation, vous allez trouver une affirmation contradictoire, sinon qui porte les limites de l'affirmation que vous avez ici donnée précédemment. On va dire donc, ici, ce n'est pas changé, il faut remettre ça. Pourtant, nombreuses sont les personnes qui, au quotidien, affirmation contradictoire. Je pense que les personnes qui, au quotidien, bon ici, il y a pense que qu'il faut mettre, pense que, vous mettez affirmation. Ça a échappé, il faut mettre ici, pense que, affirmation contradictoire. Donc n'écrivez pas affirmation contradictoire, mettez une affirmation contradictoire. Le fait qu'il y ait donc deux affirmations va créer un problème. Deux affirmations contradictoires créent un problème, comme on l'a vu précédemment. Donc on va dire, face à cette ambivalence, l'ambivalence c'est tout simplement ce qui a un caractère d'opposition, c'est-à-dire deux choses qui s'opposent. Face à cette ambivalence, le problème de notre cogitation réside sur ou dans. Donc, on cogite pourquoi? Parce qu'on ne sait plus où tenir la tête. On se demande finalement qui a raison, qu'est-ce qu'il faut accepter et qu'est-ce qui a du sens. Donc, ça crée une cogitation. Face à cette ambivalence, deux choses contraires, l'ambivalence va créer une cogitation qui aura soit, vous avez vu, la nature, l'impact, ça peut être la nature d'autrui, ça peut être l'impact d'autrui, ça peut être l'impact du langage, ça peut être l'influence de la conscience, l'influence du langage, ainsi de suite. Donc, ce sera toujours quelque chose comme ça. Parce que communément, c'est comme ça que les sujets sont composés. Et en ce qui est de la méthodologie, il faut préciser que cela se fait en fonction des régions. On estime que peut-être ailleurs, le modèle pédagogique veut à ce qu'on fasse différemment, mais nous sommes au Gabon, donc il faut noter que tout ce qui se fait ici est applicable au Gabon. Je ne sais pas pour le reste, si ça passe aussi, mais nous avons composé en fonction du système éducatif gabonais. Donc, l'influence de, vous voyez ici, concept clé. C'est-à-dire que le sujet aura peut-être, faut-il se séparer des autres pour être heureux? Et donc, on comprend automatiquement que le sujet aborde la notion d'autrui, parce qu'on a les autres. Suis-je toujours responsable de mes actes? Automatiquement, on voit que le sujet aborde la question de la conscience. Est-ce que j'ai toujours conscience inconscience? Est-ce que j'ai toujours la pleine, la pleine possession de mes capacités en tout acte? On va dire que ça aborde la question de la conscience. Donc, on va dire peut-être l'influence de la conscience. Concept clé. Dès lors, l'on rentre dans la problématique.
Vous voyez, sans gras, on ne change pas. Dès lors, dans quelle mesure pourrait-on admettre que? Première interrogation. On a dit précédemment que ce sont des pistes de solution. Des pistes de solution. Donc, on va poser des questions qui vont faire office de thèse et antithèse. Toujours pour apporter une solution au problème posé ici, dans l'amorce. Dès lors, dans quelle mesure pourrait-on admettre que? Première interrogation. En revanche, comment ne pas se demander si? Deuxième interrogation. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est tout. Vous faites ça et puis c'est bon. Donc, on a dit qu'il y avait deux méthodes. Une spécifique au sujet de type citation et question et la deuxième qui n'est spécifique qu'au sujet de type citation. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes. Il y a beaucoup de ressemblances. Vous allez donc juste adapter certaines choses. Ici, la même chose, les connecteurs d'entrée, expression d'accroche. Donc, de plus en plus, dans l'Antiquité jusqu'à nos jours, la notion de, ici, on va toujours mettre la notion d'autrui, langage, conscience, ainsi de suite. Fait l'objet de plusieurs problématiques au sein de nos sociétés. Par définition, le terme principal. On va définir ici seulement le terme principal. On ne définit plus tous les termes comme c'était fait précédemment. On définit uniquement le terme principal. Si c'est la conscience, on définit. Si c'est autrui, on définit. Si c'est l'amour, on définit. On définit uniquement le terme principal. Cela fait, on va donc dire, définition du terme principal, voilà, rédaction du constat, rédaction d'un constat concis et précis en rapport avec le sujet. Donc ça veut dire quoi? Si on va parler d'autrui, on va essayer de voir comment sont les rapports d'autrui de nos jours ou à l'époque contemporaine dans un milieu spécifique vis-à-vis de ce que dégage le sujet. Et pour info, on avait fait une vidéo qui expliquait comment analyser un sujet pour éviter de faire un hors-sujet. Donc, la vidéo était accentuée uniquement sur le fait de l'analyse. Comment analyser un sujet pour éviter de faire d'hors-sujet. Donc, on va supposer que vous avez déjà fait une analyse du sujet, vous avez compris le sujet, donc vous allez rédiger un constat concis et précis qui va dans le sens du sujet. Donc, c'est dans ce sens qu'un penseur, vu qu'on a défini le terme clé, on a fait un constat. Le constat conduit à quoi? Ça conduit à ce qu'un penseur dise quelque chose. Donc, c'est dans ce sens que lui, il va dire. Donc, on va faire quoi? On rappelle la citation de l'auteur. On va rappeler la citation de l'auteur. Une fois rappelé, on va dire pourtant. Vous voyez, la barre, ça signale des propositions multiples. On peut dire pourtant ou toutefois. Nombreuses sont les personnes qui, au quotidien, affirment. Affirmation contradictoire au sujet. Même chose, là ici, c'est la même chose. Face à ces paradoxes, face à cette ambivalence, face à le problème de notre cogitation réside sur l'influence de la nature, l'impact d'autrui, du langage, ainsi de suite. Donc, arrivé ici, c'est la même chose. Donc, la seule chose qui change, c'est au niveau de l'amorce. C'est au niveau de l'amorce. Donc, pour le type spécifique, au sujet des types citations, on vous propose juste une petite modification au niveau de l'amorce du sujet. Bien, ça c'est le modèle que vous allez tout simplement appliquer. Vous choisissez. Si vous avez un sujet de type citation ou question, vous pouvez choisir de faire comme ça. Ou si le sujet est de type citation, vous pouvez également choisir de faire comme ça ou de faire comme ça, car celui-ci est complet. Il aborde les deux types de sujets. On va donc passer au quatrième point, qui est un exemple réussi d'introduction à base du modèle Passepartout. Le sujet, est-ce que l'amitié est essentielle au bonheur? Est-ce que l'amitié est essentielle au bonheur? Bien. Depuis toujours, l'expression vous dit quelque chose. La notion d'amitié fait l'objet de plusieurs problématiques au sein de nos sociétés. Par amitié, on entend une relation bienveillante et réciproque entre deux individus fondés sur la confiance et l'affection. On a défini. Le terme, vous voyez, bonheur, quant à lui, évoque un état de satisfaction durable, un sentiment de plénitude et d'épanouissement. On a défini les deux termes clés. Au regard de cette définition, le sujet soumis à notre réflexion semble admettre implicitement que l'amitié serait une condition nécessaire au bonheur.
Vous voyez? Pourtant, nombreuses sont les personnes qui au quotidien parviennent à vivre heureuses sans entretenir de relations amicales profondes, mettant en avant notre source de bonheur. Face à cette ambivalence, le problème de notre cogitation réside sur l'impact de l'amitié dans la quête du bonheur. Dès lors, dans quelle mesure pourrait-on admettre que l'amitié est réellement indispensable au bonheur humain? En revanche, comment ne pas se demander si le bonheur peut exister indépendamment des liens amicaux basés uniquement sur des aspects personnels ou solitaires? C'est là, c'est présenté. Et c'est fidèle au modèle passe-partout. Présenté et fidèle au modèle passe-partout. Donc, on a fait une introduction, on a choisi un sujet et on a habillé le sujet, on va dire, on a habillé le modèle passe-partout avec ce sujet-là. Vous voyez comment c'est présenté. Donc, ici, le modèle est présenté, ici, il est appliqué. Donc, on a fait avec un deuxième sujet, les discours sont des actes essentiels et très efficaces. Dans celui-ci, fait avec deux méthodes. Première méthode avec le sujet spécifique, celui qui passe avec les deux types de sujets. Et on a fait avec celui également qui ne passe qu'avec le sujet de type citation. Donc, on va commencer avec celui-là. Les discours sont des actes essentiels et très efficaces. Depuis des lustres, la notion du langage fait l'objet de nombreuses problématiques au sein de nos sociétés. Par discours, on entend un ensemble organisé de paroles prononcées pour exprimer des idées ou communiquer un message. Le terme essentiel désigne quelque chose de fondamental ou nécessaire, tandis que l'expression efficace fait référence à une action dont la performance est grande et les résultats probants. Ainsi défini, le sujet semble implicitement n'être que l'ensemble organisé de paroles prononcées serait non seulement nécessaire et fondamental, mais aussi très performant. Toutefois, il est des situations où le langage, bien que structuré et intentionnel, semble perdre son efficacité. Dans des contextes comme celui de l'ineffabilité ou en situation de tension extrême, les mots paraissent parfois impuissants. Face à ces paradoxes, l'objet de notre réflexion porte sur l'impact réel du langage. Dès lors, dans quelle mesure pourrait-on considérer que les discours demeurent à la fois essentiels et toujours performants? En revanche, les paroles ne risquent-elles pas de devenir inutiles face à certaines circonstances où elles échouent à transmettre pleinement l'expérience humaine? Parfait. C'est là. C'est présenté. La base du modèle passe-partout. Vous voyez, ici, les discours sont des actes essentiels et très efficaces. On devait mettre des crochets parce que c'est une citation. Ici, est-ce que l'amitié est essentielle au bonheur? Vous voyez, deux sujets différents appliqués avec le modèle. Il est passe-partout. C'est la preuve. Deuxième méthode. Depuis des lustres, la notion du langage fait l'objet de plusieurs problématiques au sein de nos sociétés. Par définition, le langage, du latin lingua, est l'ensemble de conventions adoptées par une communauté donnée comme instrument de communication. Le langage avec ses multiples caractéristiques demeure un pilier fondamental dans le développement social en facilitant la compréhension entre les individus. C'est dans ce sens qu'un penseur affirme que les discours sont des actes essentiels et très efficaces. Toutefois, il y a des situations où le langage, bien que structuré et intentionnel, semble perdre de son efficacité. Dans des contextes comme celui de l'ineffabilité ou en situation de tension extrême, les mots paraissent parfois impuissants. Face à ces paradoxes, l'objet de notre réflexion porte sur l'impact réel du langage. Dès lors, dans quelle mesure pourrait-on considérer que les discours demeurent à la fois essentiels et toujours performants? En revanche, les paroles ne risquent-elles pas de devenir inutiles face à certaines circonstances où elles échouent à transmettre pleinement l'expérience humaine? Vous allez constater que c'est quasiment la même chose. Quasiment la même chose. Parce que l'amorce diffère, comme on l'a dit en présentant le modèle. Bien, nous allons donc au terme de cette courte vidéo qui
à mon avis, me satisfait. En espérant également qu'elle va vous satisfaire. Donc, on arrive donc au conseil pratique. Conseil pratique, donc à la réalisation d'une introduction. Ce sont des choses à éviter, donc absence d'amorce percutante. Parce que ne pas commencer par une phrase d'accroche peut rendre l'introduction ennuyeuse. L'amorce doit donc susciter de l'intérêt chez le lecteur. Quand une amorce est un peu superflue, on se demande au début qu'est-ce qu'il veut dire. Il veut parler de quoi? Il veut nous amener où? Et vous voyez ce sentiment d'incertitude, ce sentiment d'incompréhension, ça cause la réticence chez le lecteur. Ce qui fait que même dans la suite, il aura cette idée d'incompétence. Parce que quoi? L'amorce n'était pas percutante. L'amorce ne l'a pas laissé sur sa faim. Donc après ça, après l'absence d'amorce percutante, il y a une problématique floue et trop large. Formuler une problématique vague ou qui ne cible pas précisément le sujet peut créer de la confusion. Assurez-vous donc que la question soit claire et spécifique. Une problématique qui tire en large, qui fait de l'extension, qui élargit le sens de réflexion va justement compromettre l'amorce que vous avez mis au départ. Parce qu'il y aura donc une incohérence. Après la problématique, on a une annonce de plan trop long, trop générale. Donc, on a dit l'annonce du plan également, c'est la problématique. Bien que certains préfèrent dire ici annonce du plan, d'autres problématiques, c'est la même chose. On va donc dire qu'une annonce de plan peu précise ou imprécise peut laisser le lecteur dans le flou. Il faut être clair sur la structure du développement. C'est quasiment la même chose pour l'amorce. Donc il faut veiller à ce que ces choses-là soient bien claires et précises. Dans une digression inutile. S'éloigner du sujet principal en ajoutant des éléments superflus dilue le propos. Restez concentré sur les enjeux du sujet. C'est clair. Donc, l'utilisation de jargon excessif. Ça veut dire quoi? Éviter un langage trop technique ou des termes compliqués sans explication. L'introduction doit être accessible et compréhensible. Vous savez, l'éloquence, c'est pas la grandiloquence. L'éloquence n'a rien à voir avec la grandiloquence. Le grandiloquent, il emploie des expressions très techniques. Alors que l'éloquent, c'est celui qui sait justement comment dire, celui qui sait faire un bon mixage entre grandiloquence et on appelle ça comment? La syntaxe, effectivement. C'est lui qui sait faire le mixage entre la syntaxe et la grandiloquence. C'est-à-dire que les expressions que vous devez aborder ne sont pas obligées d'être techniques afin que votre doigt soit riche. Non. Un langage soutenu, souvent, est plus basé sur la syntaxe de la phrase et non pas sur le contenu de l'expression. Donc, vous avez des expressions simples. Ça peut être soutenu. Cela dépend de la syntaxe que vous abordez. Ou si vous mettez des expressions techniques, veillez à ce qui est, entre parenthèses, une petite explication rapide, en 2 mots, en 3 mots. C'est cela. Sinon, on ne comprend pas. Emberlificoté, philanthropique, ainsi de suite. On se dit, mais finalement, il dit quoi? Et vous voyez, on n'a pas le monopole, donc il peut arriver qu'il y ait des expressions qu'on ne suit pas. Donc il faut éviter ça. Un jargon trop excessif en ce qui est d'expressions techniques, ou même qui n'a pas de sens. Donc après cela, on a une absence de lien entre les parties. Ne pas établir de lien clair entre l'amorce, la problématique et l'annonce du plan peut nuire à la cohérence de l'introduction. C'est clair et logique. Donc, la redondance. Répéter des idées déjà exprimées ou des formulations similaires dans l'introduction nuit à la fluidité du contexte. Ignorer le contexte. Ça, c'est très important. Ne pas situer le sujet dans son contexte plus large ou le cadre de réflexion philosophique peut réduire l'impact de l'introduction. Le contexte, c'est la base. On fait tout à base du contexte.
On vient du contexte. On amorce dans le contexte. Donc tout est fait à base du contexte. Et si on s'en éloigne, logiquement, on a mal compris le sujet. Si on est incapable de situer le sujet dans son contexte, c'est qu'on a mal compris le sujet. C'est qu'on n'a pas bien regardé la vidéo qui expliquait comment introduire, comment analyser un sujet. Si on fait un autre sujet, c'est qu'on a manqué de regarder cette vidéo. Donc allez-y la regarder. On va donc finir avec une conclusion prématurée. Avant d'avoir développé, on sait déjà ce que vous allez dire. C'est-à-dire que vous répondez déjà à mes questions. Donc évitez de donner des conclusions ou des réponses définitives dans l'introduction. Celle-ci doit poser les questions sans les résoudre. Uniquement des pistes de solutions et non des solutions. Est-ce qu'il faut être seul pour être heureux? Oui, il faut être seul parce que finalement, à quoi sert de développer? Développement, développer, conclure, introduction, introduire. C'est clair. Donc c'est cela. Donner à chaque partie son rôle. Ne pas faire d'affirmation totale. Parce que la philosophie est large. Toutes les questions, même dans les doctrines philosophiques, il y a des remises en question. Il n'y a rien, il n'y a pas de vérité absolue. Donc tout ce qui est dit peut être refuté dans un temps ultérieur. Donc, c'est tout. Notez bien, en évitant ces erreurs, vous augmentez la clarté et l'efficacité de vos introductions, ce qui prépare le lecteur à une dissertation réfléchie et bien structurée. Abonne-toi, 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 merci. C'est tout. Nous arrivons donc au terme de cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a été utile dans la pratique d'une dissertation en philosophie, surtout qu'elle vous a aidé à comprendre comment se passe une introduction, quelles sont les phases cachées et quelles sont les techniques imparables afin d'avoir toujours de bonnes notes. Nous vous remercions d'avoir regardé jusqu'ici et toujours dans l'optique de perfectionner, faites des recommandations si vous avez des préoccupations particulières, des sujets spécifiques que vous aimeriez voir sur la chaîne, dites-le nous en commentaire et nous allons évidemment vous servir. Merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.